Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Et ouais, il est 45, mais comme vous voyez, la chaise est vide, donc je suis obligé de faire son taf. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Ouais, super, je vois le chat. Salut les copains, les justes potes. J'ai vu ça, c'est un super nom. Ouais, on avait dit les justos, mais je crois que les justes potes, c'est gagné. Alors, comment ils vont les jeunes me voilà. En fait, le planning a changé. Hein. Peut-être il est malade, peut-être il est pas là. Salut Edouard, c'est bien mal écrit, mais ça me va parce que les prénoms n'ont pas d'orthographe. Le boss est en retard. Le boss, il est peut-être même parti en courant. On n'en sait rien. Je vous dirai rien, mais je sais tout. Salut. Ouais, c'est super. Hein. C'est super. Moi, je lance un live comme si c'était ma chaîne. J'adore. Et il va arriver, il va m'insulter comme d'hab. Il a maigri Rémi. Oh, les bâtards, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, et voilà, j'ai pris un tir parce que j'étais assis à sa place, quoi. Non, vas-y, moi je suis au du, moi. Voilà. C'est donc ça. Salut, il n'y a plus de saison. Faudra changer de phrase d'accroche. C'est la même depuis qu'on a lancé l'émission. Ça fait 376 jours que tu dis salut les filles. On va peut-être penser à changer. Et salut tout le monde. Ouais, enfin, je t'agresse, mais bienvenue à toi quand même. Il n'y a plus de saison. Je suis parti au quart de tour. Ça va, je te dérange pas, gros? Impeccable. Surtout touche à rien, vas-y. Yes. C'est quoi le sujet du jour? J'ai pas vu. Ah. C'est, Oh. Rachida Dati, Michto de la bourgeoisie. Oh, moi je dis michto, gros. Mais elle a une tête de de madame qui aime l'argent. Il va me fermer le live. Aïe, on va prendre les manettes là. ça va sauter. Alors, je pense. Ok, il y a plus de saison, super. Ça c'est. Merci à insert texte here. Ah ouais, tu t'es pas fait chier pour l'abonnement et pour le titre. Bien joué. 3 mois, non, c'est quoi? 3 mois d'abonnement, super. Bon, il y a dans ton milieu qui dit défonce-le pour le retard. Oh, je suis pas en retard. Je suis en train de commander du poulet à Madame Milieu. Ah ouais, Loti. D'accord, il choisit, il sort pas du soir. Voilà, vous êtes dans les coulisses. Hein. Imaginez-vous la semaine quand je dois bosser avec un énergumène pareil. Hein. On te revoit plus sur les vidéos, Edouard. Vas-y, parlons-en de ça. Parlons-en. Tu me tends une perche, mon Karim. Ouais, mais le projet va reprendre, mais sous une autre forme pour d'autres sujets. Bref, d'ici très très peu. D'ici. Ouais, super. Il est dissipé, hein. Il est dissipé le stagiaire derrière. Ouais, non, mais restez branchés, comme disent les jeunes. Non, je vais lancer quelque chose de nouveau, de neuf, de frais, d'incroyable finalement. Bref, voilà, on s'en fout. Vive le Jura, merci. Bien sûr, qu'on vive le Jura, meilleur endroit du monde. Mais lui, un hippon. Putain, il veut vraiment que je te pète la gueule. Je suis plus prêt. Je peux déclencher les coups à tout moment. C'est sûr qu'il écrit un message. Bon, voilà, j'espère que cette petite intro vous a servi le nouvel album de Brave. Ça suit, mon gars. Mais il est exceptionnel, cet album. Je
J'étais sur les fesses en l'écoutant, je l'ai écouté en boucle. Café Crève, d'ailleurs je vous le conseille, c'est pas du rap pour les grincheux, c'est un artiste qui chante, qui fredonne, entre Brel et Saez, voilà, je dirais. Voilà. Allez, maintenant qu'il a pris... Ah, attends, j'ai vu quoi? Scooby-Doo, s'il te plaît. Ah, tu m'aimes. Il m'aime, mon Karim. Allez. Ça fait longtemps. Moi, Scooby. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Scooby-Doo, doucement. Restez branchés. Ouais, non, ça se dit plus. Bon, bref. Plus proche de Brel ou de Saez? Bah, c'est une bonne question. Il roule les airs des fois dans certaines chansons comme Brel, mais plus proche de Saez dans le côté dépressif. Voilà, amusez-vous. Et bisous à tous. Voilà, mec, c'était super. Tu peux continuer. Hein. Ouais, moi, je prends un plaisir assez fou. Ouais, mais le sujet, moi, j'aime pas les sujets, là. Les datis, les machins. Mais si, c'est rigolo. Il y a la cagnotte de Rudy. Oh, ça c'est parle de la très cagnotte. Allez, alors c'est... Voilà. Bon, après, on a eu Franjo en première partie, on a Edouard aujourd'hui. Hein, c'est kiff bourricot. Voilà. Hein, place au patron, voilà, qu'on retrouve un peu la qualité. Merci. Hein, c'était sympa. Si vous voulez quitter, vous pouvez faire Alt F4 si jamais la combinaison. Ouais. Allez, j'ai rien dit. C'est la séquence post-générique. J'espère que vous allez bien, les copains. Est-ce que vous êtes en forme? C'est le Juste Bistrot, 24 septembre 2024, 378e épisode. C'est que du bonheur, les amis. Plus d'1 an de Juste Bistrot maintenant. Et aujourd'hui, une émission à rallonge. J'explique la raison. C'est alerte générale ce soir. C'est alerte générale, mais c'est à 19h30. Donc là, vous avez double ration de Juste Bistrot. On va tenir jusqu'à 19, 19h15, 19h20. Après 19h30, il faut passer à autre chose, parce que sinon, ça va s'entrechoquer. Donc, on est ensemble pour un bout de temps, les amis. Une émission record dans ce Juste Bistrot. Et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. On va parler de Meir Habib, qui a pris une branlée à la TV israélienne. Donc voilà, un TV israélienne. Plus largement, on a une pensée évidemment pour ce qui se passe du côté du Liban, toujours dans le silence international absolu. Le génocide continue maintenant au Liban. Donc c'est-à-dire qu'il fallait arrêter le Hamas, maintenant il faut arrêter le Hezbollah. Donc avec exactement les mêmes excuses, tout continue dans le silence, voilà, de la communauté internationale. Il faut quand même en parler gentiment de ce qui se passe, hein, de cette guerre à ciel ouvert, mais où on préfère nous parler d'autres choses, de plein d'autres trucs. Donc les copains, que ce soit dit, on va parler de ça. On va parler de nos amis les fact-checkers, apparemment ils font la manche. Hein. Apparemment, faut du pognon. Donc on va parler de ça. On va parler des procès de Mazan. Instant grognon, je vous préviens, ça continue. Et on va également parler de Rachida Dati, l'enquête sortie aujourd'hui dans Libération. Et enfin, le gros morceau aujourd'hui, on va se regarder un documentaire intitulé Les cobayes de la CIA. Voilà, hein, je ne vous en dis pas plus. Vous avez compris le thème. Les amis, donc pas mal de choses au menu aujourd'hui. On va essayer de se fendre la gueule. Hein, il y aura de quoi faire, on va se fendre la tronche, on va faire de la blague, bien évidemment, vous connaissez la guinguette. Avant toute chose, tous les copains, les camarades sur Twitter et Facebook, venez nous rejoindre sur Twitch. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux dans le Juste Bistrot. Faites péter l'algorithme, rejoignez-nous, partagez autour de vous, c'est important, parce que il y a de plus en plus de monde qui déboule, qui dit qu'est-ce qui se passe par ici. Alors les gens souvent sortent de BFM TV, donc ils se mouillent pas la nuque. Et après, bon, ça pique un peu au début, mais après, ça va. Donc, si vous venez sur Twitch, ça ramène plein de petits nouveaux. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien en commentaire en dessous de là où vous regardez. Et ça se fait avec une facilité déconcertante, les amis. Voilà. Je prends vos commentaires déjà. Voilà. Est-ce que tout le monde est installé? Est-ce que tout le monde est bien pour cette émission? On a beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, ça va être salé. Hein. Ça va être salé. Gab Venturi nous dit Marlène au secours. Ah oui, alors ça aussi, il faut en parler. Ça, j'ai pas compris ce qui s'est passé hier. Je pense qu'on va avoir une petite surprise. Je sais pas si vous avez vu hier, Bruno Retailleau a fait un discours à la Téloche. Regardez qui était en arrière-plan. Hein. Alors, on peut pas la louper, évidemment. Hein. Assurément une fille bien, hein, qui n'avale pas, mais qui est à l'arrière-plan, regardez. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale. C'est notre Marlène nationale qui était derrière. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'elle fout là. Actuellement, elle n'a aucun poste, mais elle est là.
mais elle est là. Et le soir même, apparemment, elle est venue débriefer sur BFM. J'ai vu passer une photo sur un plateau de BFM. Alors, je crois que c'était hier soir, mais affaire à suivre. Voilà, là, on a une meilleure photo. Regardez, elle est là. Ouais. Alors, on ne sait pas. On sait pas ce qu'elle est là, mais je sens qu'on va avoir de belles surprises. Voilà, je vous le dis, je pense qu'on va avoir des trucs intéressants. Si. Je flaire le retour au gouvernement. Tu vois, hier, voilà, je crois que ça, c'était hier, normalement, sur BFM. Elle était là pour commenter les passations, les machins et tout. Donc, je sais pas pourquoi, mais ça foire l'embrouille. De toute façon, quand Marlène est dans le secteur, soit on a le droit à un scandale, soit on a droit à un livre de merde. Donc, voir les deux. Hein, c'est le titre, d'ailleurs, du dernier que vous trouverez derrière moi. Je vous renvoie vers l'analyse littéraire qu'on a pu vous proposer il y a quelques jours en arrière. Donc, les copains, on va y aller pêle-mêle, on va y aller gentiment, on va y aller en détente, voilà, en détente, en sachant que la farce tranquille est quasiment prête pour demain. En tout cas, le script, je tourne demain matin et ça va bricoler. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. On va parler de l'affaire Sofia Chikirou, ça s'est sorti aujourd'hui. On va en parler demain. Je peux pas tout mettre ce soir parce que sinon... ça va être compliqué. Alors, d'abord, on commence avec l'idée médiatique du moment. Les petites séquences pour s'échauffer, surtout pas de claquage. On a Thomas Guénolé, alors expert politique, diplômé en analyse politique de supplément. J'ai un avis, mais j'ai surtout un avis. Qui est également élève de Gryffondor. Hein, si jamais il nous sort tout droit de Poudlard, il vient de Gryffondor, vous allez le voir à sa jolie écharpe. Et il a eu une idée il y a 2-3 jours sur France Info. Et c'est vrai que on n'y avait pas pensé à cette idée. Parce que, bon, alors c'est rare, je vous donne un peu le contexte parce que ça peut surprendre. Thomas Guénolé, il est journaliste, donc je vous l'ai dit, expert en expertise on va voir. Il est contre l'extrême droite. C'est une posture qui peut surprendre dans les médias. Il a ce courage de s'opposer au fascisme, aux réactionnaires et à Mufasa dans Le Roi Lion. Donc il a ce courage qui fait qu'effectivement, médiatiquement, c'est un peu une voix esselée à se lever contre l'extrême droite. Donc voilà, je vous préviens, pour ceux qui se diraient, merde, un journaliste qui prend parti contre les extrêmes, qu'est-ce que ça veut dire? Et lui, il a une idée pour lutter contre l'extrême droite, vous allez voir, elle est sympa l'idée. La question de, vous savez, la fable de la grenouille dans la casserole qui est en train de chauffer, où je me dis à quel moment on va se réveiller. Oui, parce que ça se termine mal pour la grenouille. Oui. Bah oui, elle meurt ébouillantée. Moi, je pense sincèrement que le Rassemblement national doit être interdit et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est prévu par le Code de sécurité intérieure, c'est l'article L212-1 du CSI, qui donne des motifs d'interdiction. Et le 6e, c'est quand vous propagez des idées qui provoquent à la discrimination et à la haine, en l'occurrence envers la population d'origine maghrébine, en propageant des théories de type subversion migratoire, théorie du grand remplacement. Ça peut paraître... il y a quand même 11 millions de Français derrière, ce serait contre-productif. En quoi ce serait contre-productif d'interdire un parti d'extrême droite? Je pose la question, je mets simplement la question sur la table, à quel moment on considère que c'est un parti politique normal? Je dis que, et c'est pas moi qui le dis. Donc Thomas, il a chippé le rideau de sa tante, déjà, il nous en a fait une écharpe, alors il est mimi comme tout, on dirait Ron Weasley qui a paumé Sétif. Bon. Et il nous dit, en fait, le plus simple politiquement, quand il y a un parti avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Tu sais, dans une démocratie normale, normalement, les gens disent, voilà, on vote. Non, Thomas, il nous dit, en fait, faut interdire le parti. C'est beaucoup plus simple. Alors, c'est vrai que si demain, sur CNews, un éditorialiste à la con déboule en disant, LFI, les extrêmes, on interdit la France insoumise, demain, il a les casques bleus qui déboulent dans son jardin, évidemment. Là, tu as le droit. Là, tu as le droit. Donc, effectivement, on a quand même une journaliste sur le plateau, alors assurément, une dame du Troisième Reich, qui dit, oui, mais quand même, c'est 11 millions de Français qui votent. 11 millions de Français qui votent. Et il dit, et alors? Et il a raison. L'argumentation se tient. Et alors? Il a absolument raison. Donc, je trouve ça très intéressant. Alors, au-delà des blagues, je prends vos commentaires dans le chat, les amis. Hein. Il y a Jazzer974 qui dit « Tu forces, c'est pas juste parce qu'il n'est pas d'accord. » Mais même si on prend l'argumentation, si je quitte un peu le terrain de la blague, si on prend l'argumentation du bonhomme, enfin ce qu'on peut appeler une argumentation, quand est-ce que Marine Le Pen a parlé du grand remplacement,
Quand on parle de subversion migratoire, je rappelle que ce sont des mots qu'on trouve dans la bouche de membres de la Macronie, de membres de la droite. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est la même chose, ça j'en conviens. Mais faut arrêter les conneries. On est d'accord ou pas avec ça. Darmanin, quand il dissout, par exemple, le GUD ou des groupuscules de ce genre-là, on est sur un discours qui est quand même plus musclé que celui du RN. Si le RN avait vraiment des propos choquants et tout bonnement des propos illégaux, il y aurait déjà eu des poursuites. Ils auraient sûrement déjà été condamnés. Alors, on a certains membres du RN qui ont été condamnés, comme dans d'autres partis, pour d'autres motifs. Mais je veux dire, soyons sérieux, faut arrêter les conneries. D'imaginer que si le RN est réellement un parti d'extrême droite, qu'est-ce que c'est l'extrême droite en Ukraine? Qu'est-ce que c'est l'extrême droite en Grèce, par exemple? Sur des partis qui, fondamentalement, ont un héritage idéologique relié au nazisme, par exemple. Au néonazisme. On n'est pas sérieux. Je veux bien qu'on considère que son argumentation est sérieuse, je veux bien qu'on y réfléchisse. Mais franchement... Alors, Jazer 974, c'est intéressant parce que je comprends l'argument. Tu dis Le Pen, elle essaie de faire propre, mais on voit bien les candidats membres qui sont au FN. Attends, tu m'as dit quoi, pardon? Le Pen, elle essaie de faire propre, mais on voit bien les candidats aux législatives. Et le GUD, il n'y aurait pas des membres qui sont au FN par hasard. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors, tu me dis, t'es naïf, l'ami. Déjà doucement sur les qualificatifs, on papote, détends-toi. Évidemment que la tête du parti veut faire propre, mais si tu veux, c'est tout. Bon, on l'a déjà dit 1000 fois, mais c'est pas grave. L'argument de il y a des membres qui sont des connards, qui ont eu des comportements ou des propos dangereux, le problème, c'est que ça marche pour tous les partis. Donc, dans ce cas-là, le LREM, avec Rémi Rebeyrotte, le député qui avait fait un salut nazi à l'Assemblée, dans ce cas-là, LREM, c'est un parti nazi. Chez LFI, on peut creuser, on peut trouver des pro-Hamas, mais pour de vrai, pas ce qu'on leur reproche. On peut trouver vraiment des gens pro-Hamas, ou certains, comme Garrido, qui expliquait qu'il fallait discuter avec les terroristes. Bon, dans ce cas-là, LFI terroriste. Chez les écolos, on peut trouver des jobards qui veulent empêcher que les gens fassent des enfants pour réduire la croissance. Bon, dans ce cas-là, écolo, volonté de maîtriser la population. Enfin, ça veut rien dire. Au bout d'un moment, prendre une poignée d'individus pour décrédibiliser tout un parti, c'est trop facile parce qu'on décrédibilise tout le monde. Donc, au bout d'un moment, moi, ce qui m'embête, c'est que je lutte contre cet argument pour protéger tous les partis politiques. La question, c'est pas RN ou pas RN, je m'en fous. C'est juste que c'est une rhétorique bidon qui fonctionne avec tout le monde. Et aujourd'hui, des membres des médias, comme Thomas Guénolé, s'en servent parce qu'on tire sur l'extrême droite. Mais je rappelle qu'on utilisait le même argument aux européennes contre Rima Hassan, prétextant qu'elle avait fait des manifestations avec des gens, dont un qui avait posté une fois un post un petit peu ambigu, donc Rima Hassan, Hamas, tu vois. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Si on l'autorise sur un parti, dans ce cas-là, on l'autorise sur tout le monde, et les médias font la loi. Les médias, du jour au lendemain, décrédibilisent tel ou tel parti trop facilement. Donc, je veux dire, entre nous, on va pas commencer à faire la bagarre. Je vois un Jazer 974, tu me dis, des pro-Hamas, t'as des noms. Mais je veux dire, mec, camarade, je sais pas si c'est un homme ou une femme derrière, camarade, si tu veux, ce qui m'énerve, c'est pas le fond de l'argument, c'est la forme. N'importe quel parti peut être décrédibilisé en faisant ça. Donc luttons contre l'argument, défendons un débat politique sérieux et luttons contre les Thomas Guénolé qui aujourd'hui tirent sur le RN, mais demain diront la même chose sur LFI. Je ne sais pas pour qui tu votes, Jazer 974, je me doute que c'est pas RN, mais demain si c'est sur LFI, tu vas hurler à la mort, ou sur le parti de ton choix, tu vas hurler à la mort de dire l'argument n'est pas crédible et n'est pas sérieux. C'est ça que je défends. Et Utopie 1000 qui dit tu mélanges tout pour pas répondre. Alors dis-moi par rapport à quoi, camarade, qu'on papote bien évidemment. Je le redis, venez sur le Discord. Ceux qui veulent papoter, ce sera plus facile parce que moi je suis à l'oral et vous êtes à l'écrit. Donc j'ai un coup d'avance. Mais n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir sur le Discord de Juste Milieu, salon vocal général. Comme ça, si vous n'êtes pas d'accord, c'est chouette. Si vous êtes d'accord, c'est très bien aussi. Vous êtes les bienvenus. Mais au moins, on crée le débat, on discute. C'est l'esprit Juste Milieu. On est entre nous. Nonol de ouf qui dit vous avez toujours pas compris qu'ils bouffaient à la même table. Ils s'en branlent tous de la France et de ses citoyens. Ils sont juste là pour servir des intérêts de milliardaires.
Nyang Daouda qui dit mais les mecs de CNews ne font que ça, Rémi. Mais je ne dis pas le contraire, camarade. Mais ça m'énerve tout autant. Arrêtez de... Je vous en supplie. Quand je lutte contre cet argument parce qu'on parle du RN, je lutte aussi quand on parle de la LFI. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. En plus, mon Nyang Daouda, fidèle parmi les fidèles, tu sais que je disais exactement la même chose quand on disait toute la France insoumise, c'est le Hamas, notamment au moment des européennes 2024. Je le disais déjà, c'est contre l'argument que je lutte. C'est pas pour protéger tel ou tel parti, je m'en fous. Demain, on dira des écolos, ce sont que des bouffeurs de graines. Au-delà du fait que ce soit vrai, je lutterai contre l'argument. À partir du moment où c'est pour décrédibiliser un parti que le système a décidé de décrédibiliser, l'argument est passe-partout. Ça marche pour tout le monde, si vous voulez. C'est comme si vous faites une partie de qui est et que vous dites, est-ce qu'il a des yeux? Ben oui, tous les personnages ont des yeux. Donc vous prenez n'importe quel parti, même le parti animaliste qui fait 0,5%, vous allez trouver quelqu'un dans les rangs qui a fait une déclaration pas dingue, qui un jour a, je sais pas, un casier judiciaire ou j'en sais rien. C'est trop facile comme argument. Et ça n'est pas vrai. Un parti en France dont la majorité des membres ont été condamnés ou alors entretiennent des positions pro-terroristes, pro-néo-nazis, pro ce que vous voulez, ce parti-là serait interdit par la loi. Ne déconnons pas non plus. Il y a aussi des choses qui fonctionnent en France. Et que ce soit LFI, RN, Écolo, Macronie, même Macronie, pour vous dire à quel point c'est contre l'argument que je lutte et pas contre le fond du truc, même la Macronie, il y a une belle ribambelle de salauds poursuivis par la justice, ça ne veut pas dire que toute la République en marche, ou Renaissance, ou tout dans le FIAC, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout le parti est peuplé d'escrocs. C'est un argument de bon sens, si vous voulez. Si on veut un débat politique digne de ce nom, il faut que ça commence par nous. Parce qu'après, on ne peut pas se plaindre d'avoir des guignols à la télé qui s'envoient des anathèmes et des arguments en bois si nous-mêmes, on n'est pas foutus de trier le bon gré de l'ivraie, comme on dit, sur ce genre d'arguments. Donc je suis même prêt, si vous voulez, à défendre la Macronie d'une certaine manière en disant ça n'est pas parce qu'il y a une pelletée de salopards que tous les gens qui appartiennent à la Macronie sont des salopards. Et ça marche de fait pour tous les partis. Vous savez combien ça me coûte de dire un truc sympatoche sur la Macronie, mais il faut être beau jeu. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc là, franchement, on est, t'as vu, dans... quand même, là, c'est le juste milieu. Hein. Vous ne pouvez pas me prendre à revers. Hein. Attention. Attention. Von Draken qui dit j'ai un rein qui a explosé sur cette phrase. Ouais, mais moi aussi, je ne veux pas te mentir. À juste milieu qui dit lisez Crépuscule, ça aide à comprendre, bien qu'en effet, pas tout le monde dans le même sac, complètement d'accord. Ngrim Van Horstman, Rémi a 4 membres, un cheval à 4 membres, donc Rémi est un cheval. Mais absolument, c'est de la sophistique trompeuse, mais c'est de la sophistique. Anarchy 08, en même temps, tant qu'il y aura de la partisanerie au-dessus du bon sens, on n'arrête pas de tourner en rond. Rémi, complètement d'accord, les amis. C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir à la base et arrêter d'entretenir ces dissensions à la con. De toute façon, tôt ou tard, on se fait avoir. Donc moi, si vous voulez, le discours aujourd'hui, maintenant, c'est, comme on dit, hein, le rire et la politesse du désespoir. C'est vraiment la démarche dans laquelle je suis. On va mettre le paquet sur la blague, on va mettre le paquet sur les vannes. Et de toute façon, je trouve qu'on est dans une bonne situation actuellement, parce que c'est clair. À l'époque, tu vois, il y a encore 10 ans en arrière, on avait malheureusement ou heureusement des gens qui avaient des valeurs. Je parle sur la scène politique. Des gens qui avaient des valeurs, qui avaient de la détermination. Donc, c'était pas facile de distinguer. On pouvait se dire, bon, il y a quand même un petit peu peut-être d'espoir, les lignes des uns des autres, il y a des choses à comprendre. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, vous avez que des gens qui sont prêts à servir la politique néolibérale de Bruxelles, de LFI au RN. Donc, c'est bon, au moins c'est clair, l'échiquier est clair. Bon, ben, commençons par nous, à papoter, à bricoler, et je trouve ça chouette. Mon Nyang Daouda qui dit « Je suis d'accord Rémi, mais honnêtement, je trouve que tu tapes beaucoup quand il s'agit de la France Insoumise pour un parti qui n'est pas au pouvoir. Je trouve qu'il a tellement de choses à dire sur Macron et son gouvernement. » Alors, ça revient souvent en ce moment. Alors peut-être que la ligne a changé, parce qu'il y a plus de saison qui me disait ça la semaine dernière. Peut-être que sans vraiment m'en rendre compte, j'ai changé la ligne et je tape moins sur la Macronie. Mais, comment dire ? Enfin, je trouve ça chouette que tu me le dises, mon Nyang Daouda, même si je suis absolument pas d'accord. Parce que si vous voulez,
pour moi, c'est un acquis que la Macronie est est un ovni politique rendu possible par tout un système. Enfin, je veux dire, les gars, j'ai quand même écrit un livre qui s'appelle « Emmanuel Macron est-il fasciste ?» Aux dernières nouvelles, j'ai pas écrit « Jean-Luc Mélenchon est-il fasciste ?» Donc, et en plus, toi, mon Yang Daouda, où il y a plus de saison, qui allait dans le même argument, je veux dire, vous suivez l'aventure depuis un certain temps, je trouve ça quand même compliqué de me dire, ouais, tu tapes plus sur la Macronie. Mais c'est un acquis que je veux dire. On est sur une forme de totalitarisme doux qui s'est installé avec le soutien des élites médiatiques, culturelles et financières. Enfin, est-ce qu'il faut que je le répète tous les jours pour que ça vous rassure et de dire, bon, ça va, il a tapé sur la Macronie. Enfin, on est des adultes. On n'a pas besoin de se raconter des histoires pour se donner du courage comme ça dans la nuit. Au bout d'un moment, si vous voulez, je fasse une vidéo toutes les semaines pour dire Macron est un salaud, je veux bien, mais je ne suis pas sûr qu'intellectuellement, ça soit pertinent, en fait. La vraie question pour moi, c'est Macron est un poison, qui est prêt à y résister? Et c'est pour ça que je commande surtout l'actualité des autres partis, qui... certains, enfin très peu y résistent d'ailleurs. Très franchement, personne n'y résiste. Donc c'est ça en fait ce qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, il y a Philanthrope qui dit sincèrement, on sent une glissade à droite de ta part, la terre du milieu s'éloigne. Mais je pense franchement, les amis, alors je me fais mon propre avocat du coup, mais je pense qu'on est en train de s'enfermer, et peut-être que c'est aussi mon cas. Hein. Je prends la critique bien évidemment, et c'est chouette qu'on papote. Hein. Je prends bien sûr la critique, mais comment dire, je crois franchement et peut-être que la démarche a échoué aussi sur Juste Mieux, c'est sûrement de ma faute aussi. Hein. Mais je pense franchement qu'on est en train de s'enfermer dans des bulles de pensée qui sont beaucoup plus résistantes que ce qu'on croyait. C'est-à-dire qu'on s'est tous plus ou moins rencontrés, enfin en tout cas Juste Milieu a grandi avec le Covid, à un moment où on était tous là, à se tenir par les épaules et se dire bah, nous, on n'est pas pareil dans la mesure où ce qu'on nous dit, c'est pas possible que ça soit si évident. Alors, ce qui nous rassemble, c'est le fait de ne pas adhérer aussi aveuglément à un discours. Et donc, avec Juste Milieu et nos petits bras, j'essayais de porter un discours qui était justement celui à la fois du bon sens et de la prudence. C'est-à-dire de ne pas gober pour argent comptant ce qu'on nous disait, dans un sens comme dans l'autre. On va pas refaire à l'histoire, ça vous suivez. Pour beaucoup, vous suivez la chaîne depuis cette époque-là. Mais ce que je trouve intéressant, et peut-être que c'est de ma faute, peut-être que la démarche a changé, que ma ligne a changé, que vous le percevez différemment. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui nous unissait au moment du Covid est en train de disparaître par rapport à la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois des commentaires que je ne voyais pas sous la farce tranquille, qui sont « de toute façon, t'es pro-RN », tu tapes tout le temps sur LFI, ou de toute façon, t'es pro-LFI. Et aujourd'hui, ça aboutit quand même, et en plus sur des copains, c'est Yang Daouda, il y a plus de saison, on papote, donc des fidèles, hein, qui en arrivent à me dire, tu tapes pas sur la Macronie. Sous-entendant presque, si on tirait le truc par les cheveux, que je serais un défenseur de la Macronie. Honnêtement, et je le dis parce qu'en plus, voilà, je m'adresse à des copains, à des fidèles, que j'espère rencontrer dans la vraie vie un jour, évidemment, je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est une connerie. Qui peut croire sérieusement que Juste Milieu est une chaîne qui soutient Macron? Sérieusement, il y a un passif. Il faut avoir un peu de mémoire, les amis. Et le problème, c'est que ce qui, à mon avis, nous enferme dans des bulles de pensée, c'est qu'on a de moins en moins de mémoire. Pour en arriver à me dire que je tape pas sur Macron, il faut arrêter les conneries. Ça, c'est une question de mémoire. Et le problème de bulles de pensée, c'est qu'aujourd'hui, on essaie que ce soit, enfin, à travers le message que je porte, de me faire entrer dans la case pro ou anti en permanence. Alors pro-apéro, évidemment, pro ce que vous voulez, évidemment, mais plus sérieusement, on est en train de quitter ce qui nous unissait au moment du Covid. Je fais un petit laïus parce que ça me fait réfléchir, les amis. On en parlait avec Il y a plus de saison la semaine dernière, et bien sûr que ça me fait réfléchir, parce que je prends à cœur ce que vous me dites, c'est normal. Il faut essayer d'améliorer, vous connaissez la maison. Mais j'en arrive quand même à la conclusion que, en temps de Covid, j'avais jamais ça sur Juste Milieu. Jamais ça. J'avais personne qui me disait t'es pro-vaccin ou pro-bidule ou pro-machin. Jamais.
Et aujourd'hui, on en est au 166e épisode de La Farce Tranquille, et il y a des gens qui commencent ils commencent à croire qu'ils ont distingué la faille, qu'en fait, je me serais réveillé là depuis 3 semaines et je suis pro-Macron, ou pro-Le Pen, ou pro-Mélenchon. C'est pas sérieux. La démarche, elle est la même depuis plus de 2 ans de Farce Tranquille, qui est de taper sur les partis politiques en fonction des actualités des uns et des autres. Et là, aujourd'hui, on essaie absolument au chausse-pied de faire rentrer la démarche. Donc, c'est un rappel que je vous fais du fond du cœur, les amis. Mais n'oubliez pas qu'on s'est rencontrés à un moment où ces discussions-là n'existaient pas. Et je le redis, j'ai bien sûr mes avis. Je suis bien sûr subjectif dans plein de sujets, évidemment. Mais ça, je le dis depuis le début. Donc, ayez de la mémoire. Mais en arriver aujourd'hui à dire « Ouais, mais en fait... t'es pro-LFI ou t'es anti-LFI et tout », je trouve ça un petit peu délicat. Je trouve ça vraiment un petit peu délicat. Sous-entendre que je tape plus sur Macron, je me fais pas chier depuis 3 ans à faire tout ça pour en arriver à aujourd'hui presque sous-entendre que je suis un soutien de Gabriel Attal. Honnêtement, je trouve ça dommage. Et presque d'une certaine manière, positivement, parce que ça me fait réfléchir, mais ça m'affecte aussi un peu. Je veux dire, il y a quand même un sentiment de tout ça pour ça. Et c'est le problème de la politique aujourd'hui. Et je prends des messages, hein, et c'est chouette parce que c'est partagé. Hein. Ufovni76 qui dit « Je trouve pas que tu tournes à droite. En revanche, clairement, tu tapes beaucoup plus sur LFI. La semaine dernière, tu parlais encore de Quatennens et la claque. Je veux dire, il y a eu des tonnes de conneries faites de part et d'autre depuis. » C'est toujours un peu pareil. C'est toujours un peu le même argument. Ça, j'y réponds vite fait, mais dans la mesure où je suis l'actualité, du verbe suivre, j'y suis pour rien si là il y a Chikirou qui est mis en examen. C'est pas moi qui décide en fait. Et j'y suis pour rien si le RN a décidé de n'absolument rien dire, qui se comporte comme des commentateurs à mettre 3-4 tweets. C'est pas moi qui décide en fait. Donc je parle de ce qui se passe. Là, il va y avoir le procès de Marine Le Pen en novembre pour l'affaire, enfin le procès du RN pour l'affaire des attachés parlementaires du côté de l'Union européenne. Évidemment que je vais en parler. Donc enfin. Bref, je voulais vous partager ça, les amis, parce que je trouve ça intéressant de voir que on a beau dire, on a beau faire. On est tous là en se disant « Ouais, on est ensemble, on n'est pas comme les autres, on est alternatif, on est machin, on est bidule. » Mais par moments, on recrée la même chose. Hein. On recrée absolument la même chose. Et je trouve ça dommage. Mais bon, bref, c'est comme ça. Je voulais la petite réaction. Voilà, vous faire la petite réaction, le petit partage d'avis. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Mais juste pour dire que, effectivement, il n'y a pas mort d'homme, nous dit Ufovni76, il n'y a absolument pas mort d'homme. Mais voilà, juste pour partager le truc, je trouve ça curieux. Franchement, si j'avais en fait, pour résumer, un très long laïus pour ça. Si j'avais envie de défendre un parti, j'aurais pas commencé il y a 3 semaines. En fait, on va pas se mentir. Finalement, j'aurais pu dire seulement ça. Ça résumait très bien l'idée. Mais voilà un petit peu le projet, les copains. Je prends vos commentaires, dites dans le chat ce que vous en pensez. Il y a Katine82 qui dit « Pour moi, tu es là pour nous faire réfléchir. » Sebi833, effectivement, peut-être que Rémi tacle plus LFI parce qu'ils sortent plus de conneries que le RN en ce moment. Axtrom82, c'est pas de moi, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont pas à gauche ou à droite. Ils sont en haut et nous en bas, ça c'est juste. Poutrel85, Rémi, il a des combats qu'on ne peut pas gagner. Ceux qui veulent rester bêtes resteront bêtes. Mister Serizo 76, faut se battre contre ce monde binaire. Je suis intéressant. Voilà les amis. Non mais c'est chouette, je vous partage ça, c'est normal. Papote. Voilà. Adriano Soleil a dit c'est exactement ça, Rémi, c'est la nature humaine. On retrouve exactement ça dans les ZAD qui se veulent anti-système et qui en reproduisent un autre avec les mêmes hiérarchies. Tôt ou tard, oui, malheureusement. Et Nold Ouf qui dit gna gna, je suis sur mon clavier. Tous les matins, vous levez pour payer le crédit, aller au taf, baiser Bobonne en rentrant. Bref, IRL, vous fermez vos gueules avec tout le respect que je vous dois. Voilà. Donc, je ne sais pas d'où ça sort, mais Nonold, il a décidé de vider son sac. Il a le droit. Oniarty qui nous dit c'est compliqué, d'un côté Le Pen fait la démonstration que la stratégie du silence t'achète de la crédibilité, donc ils devraient tous faire pareil, mais de l'autre côté nous bombarder d'infos nous garde dans le flou. Du coup on aimerait peut-être que tu fasses le filtre dans l'info. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire aussi, hein.
Mais voilà, ça bricole. Voilà, c'est important les amis. Alors, on continue, on enchaîne un petit peu avec tout ça. Ah oui, avec le sujet. Peut-être que je vais garder ça pour demain. On va voir, parce qu'on va aller sur l'un des gros sujets que j'avais prévu pour aujourd'hui. L'affaire Rachida Dati. Voilà. Ouais. Vous avez vu, alors, est-elle la michto de la bourgeoisie politique ? Je pose la question. C'est pas très poli, mais ministre ou michto, je crois qu'on se pose la question. C'est Libération. Libération qui nous sort ça aujourd'hui. Tac, tac, tac. Bougez pas, je vais vous montrer le truc. Hop. Le train de vie pas si modeste de Rachida Dati. Alors qu'elle vient d'être reconduite dans un gouvernement sommé par Michel Barnier d'être irréprochable, Libé révèle que la ministre de la Culture a bénéficié durant plusieurs années de moyens financiers conséquents, ainsi que d'un fastueux appartement dans le 6e arrondissement de Paris, le tout aux frais de son ex-compagnon, l'ancien PDG de Veolia et EDF, Henri Proglio. Alors là, on a du plaisir. Les amis. Vraiment, je vous lis les petits passages, je les ai mis en jaune pour vous résumer l'article. C'est nickel. Franchement, ça se passe de blagues, ça se passe de commentaires. On a donc déjà une histoire d'amour au départ. En juin 2019, que Rachida Dati emménage rue Cassette avec Henri Proglio, l'ancien PDG de Veolia et d'EDF, un homme d'affaires toujours influent dans les sphères politiques et économiques. Donc, la petite histoire d'amour, Rachida et Henri filent le parfait amour. Et ça va s'arrêter en janvier 2024. Là, c'est un petit peu la tuile. L'ancien grand patron claque en tout cas la porte du logement familial le jour de l'entrée de Dati dans le gouvernement Attal en janvier 2004. Donc, on parle d'un appartement à 10 000 € de loyer mensuel. Donc, on est pas mal. On est sur un bel appartement, tu vois. Alors, là où ça va se corser un petit peu, c'est que Libération nous dit que Dati et sa fille ont occupé la rue Cassette, donc l'appartement payé par Proglio, pendant plus de 6 mois, mais aux frais de Proglio. Un beau cadeau d'une valeur de quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà. Alors curieusement, ce type d'avantage en nature n'a pas à figurer sur la déclaration de patrimoine ou d'intérêt remise par tout membre du gouvernement à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Voilà. Alors, haute autorité présidée par Didier Migaud, le nouveau ministre de la Justice. Le monde est petit, hein, Et... Bon, alors après, Rachida Dati, c'est pour ça que j'utilise le mot de michetonneuse, qui est un mot qui vient un petit peu de la rue, de la street, qui est une femme, on va dire, ou un homme, michetonneur, ça se dit moins, mais ça doit exister, une femme qui, en fait, si vous voulez, se fait entretenir financièrement, pour le dire poliment. Et tu te dis, à la limite, Rachida Dati, mère seule avec sa fille, qu'elle se fasse payer l'appart par l'ancien président d'EDF, alors qu'elle est en poste de ministre, déjà c'est chaud, mais bon, peut-être qu'elle n'a pas le sou. Non, mais tu sais pas. Moi, je suis humaniste, donc peut-être qu'elle n'a pas le sou. Et c'est vrai que Libération nous dit, à lire sa dernière déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, établie le 17 juin 2024, Rachida Dati est propriétaire d'un appartement dans les Hauts-de-Seine, d'une maison en indivision en Saône-et-Loire, ainsi que d'une maison et d'un appartement au Maroc. Elle déclare par ailleurs comme résidence principale un duplex situé boulevard de la Tour-Maubourg, à côté du Champ de Mars, dans l'un des quartiers les plus cotés, dont elle n'est pas propriétaire. Son patrimoine financier est également plus que conséquent. Elle a amassé ces dernières années une véritable fortune, plus de 5,2 millions d'euros en titres, assurance vie, compte courant et épargne. Mais elle se fait payer l'appartement, parce que elle aurait dormi où sinon ? Tu vois, d'ailleurs, elle fait des blagues, Rachida, parce que c'est pas la dernière pour une bonne blague. Elle a dit, tu vois, Libération nous dit ici, si la ministre SDF ainsi plaisantait-elle lors de sa situation cet été devant certains interlocuteurs. Elle se surnommait la ministre SDF, alors qu'elle a plusieurs apparts sur sa déclaration. Ouais. Faut aimer. Alors, après, le problème, c'est que, tu vois, elle n'a pas payé le loyer pendant un bout de temps, c'est Henri qui a raqué, et en plus, il va devoir faire des travaux, ouais. Parce qu'en partant, il y avait des dressings et des placards fixés au mur qu'il a fallu ôter avant le déménagement de Dati, qui ont laissé de vilains trous rebouchés à la va-vite. Ouais, pour 25 000 € de travaux. Voilà. Donc,
juste comme ça, en fait, pour savoir, Rachida Dati, en fait, est-ce qu'ils font un concours avec Dupond-Moretti? Est-ce que le projet, c'est de savoir qui est le plus gros salopard juridiquement par rapport à tout le monde? Enfin, est-ce qu'il joue la Ligue des Champions de celui qui ira le plus souvent au barreau? Voilà. Je parle pas de celui d'Henri Poroglio. Mais voilà, c'est juste la petite question. Où on en est où, en fait? Ministre de la Culture, qui plus est. C'est très intéressant. Cette affaire vraiment très intéressante. Et voilà, en plus, quelqu'un qui, pour la bonne blague, se surnomme la ministre SDF. En plus, c'est sympa. Elle a la vanne, elle a le truc. Ah, Rachida Dati, c'est le Eli Kaku de la culture. Hein. C'est assez bluffant. Donc voilà, je voulais vous parler de cette affaire. C'est Libération qui nous révèle ça. C'est du plaisir. C'est sympatoche. C'est la cousine Rachida, voilà, toujours dans les bons coups. Je vous tiens au courant de cette affaire-là parce qu'elle a plein de procès en ce moment qui vont arriver. Hein. Il y a plein de trucs. Elle arrive avec plein de trucs. Il y a l'affaire Renault, tout ça, quand elle était avocate et tout. Enfin, Rachida Dati, honnêtement, aujourd'hui, c'est une saison entière de faites entrer l'accusé. Hein. Donc, va falloir suivre. Mais on va en parler. On va en parler, vous inquiétez pas. Voilà un petit peu les amis. Une autre séquence dont je vous ai parlé au début de l'émission, Meir Habib qui s'est fait calmer à la télévision israélienne concernant l'ouverture d'un nouveau front et l'extension peut-être du génocide israélien au Liban. Regardez ce qui s'est passé à la TV israélienne directement, en toute délicatesse. Petite remarque, quand M. Habib parle des pays arabes et d'Israël, il faut rappeler une chose, que M. Habib, Meir Habib, c'est un arabe. Il est de confession juive. Et il parle, vous savez, un discours racialiste et puis identitaire. Non, je ne suis pas arabe, je suis français, ne vous en déplaise. Je ne suis pas arabe, je suis français juif, né à Paris, de parents d'origine italienne, tripolitaine et tunisienne juif. Vous êtes français. Attendez, mais vous êtes français ou pas? Est-ce que vous êtes français? Vous ne voulez pas être français? Vous me rappelez la fameuse phrase que Edgar Corr a dit à Boutros Ghali, qui l'a répété, que Israël, c'est une colonie à capitale diffuse. Vous ne voulez pas vous assimiler au peuple, au pays où vous êtes. Alors ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, vous me rappelez également le fameux discours du général de Gaulle, quand il a dit en 1967, le 27 novembre 1967, le peuple juif. Je ne suis pas d'accord avec lui, avec cette définition, parce qu'il n'y a pas de peuple juif, il y a des communautés, il y a des croyants juifs, ils ne sont pas tous unis. Et il y a un peuple juif, il y a un État juif, il y a une armée juive qui va écraser le Hezbollah. Et moi je dis plutôt, c'est le sionisme, c'est le judaïsme politique. Et je vais vous prouver, parce que ce que vous faites, vous mentez quand vous dites que le Hezbollah... Le judaïsme n'est pas une religion. Je ne vous ai pas... Le peuple juif a un État qui est l'État juif. Et Jérusalem est la capitale depuis 3000 ans du peuple juif. Au Liban, je sais que ça vous fait mal au ventre, mais c'est comme ça. Ça ne va pas changer. Il a été soutenu par Israël, par M. Yalon, qui avait quand même une certaine... Alors, Eliatem, là, pour le coup, là, vous dites plus... Eliatem, là, vous dites plus antitétionniste. Vous avez vu, on peut le féliciter. Il a dit Israël, n'est-ce pas? Bien sûr. Écoutez, je ne le reconnais pas comme État parce que, vous savez, c'est une entité artificielle. Voilà, un débat musclé sur le J24 News et le Liban bien évidemment, va payer et le monde... Meir Habib en détente une fois de plus, qui se fait un petit peu calmer. Autre séquence d'ailleurs des discours tenus par Meir Habib, hein, tout à fait tranquillement, toujours lors de cette même émission. Les gens sur le plateau plutôt de gauche disent mais ça fait 1 an que Netanyahou se retient. Là c'est terminé. Le Liban va payer et le monde est silencieux aujourd'hui. Il n'y a pas 1 centimètre carré de problème territorial entre le Liban et Israël. Israël est sorti jusqu'au dernier... Ehud Barak est sorti à tort. À tort, ils auraient dû garder le Sud-Liban. Parce qu'au moins, il y aurait eu une zone de sécurité. Et c'est pas du tout impossible qu'Israël, aujourd'hui, parce qu'il n'a pas le choix, rentre au Liban pour avoir une zone de sécurité jusqu'au fleuve Litanie. Aujourd'hui, il y a un seul État juif qui est en état que ces gens veulent le détruire. Et on a des gens sur ce plateau qui nous sortent leur élucubration et qui ne veulent même pas prononcer le mot d'Israël. Ils sont pathétiques. On vit dans un climat qui est extrêmement hostile. On aime tellement Israël, on est tellement bien, c'est tellement une démocratie incroyable ce pays.
où tout le monde a le droit de penser, mais c'est entouré de serpents, de gens qui veulent leur destruction. On a voulu tuer les accords aussi d'Abraham. On a voulu tuer les accords d'Abraham, alors que Netanyahou était... Je vous ai pas interrompu, monsieur. Je vous ai pas interrompu. C'est pas grave. Alors que Netanyahou était sur le point d'aller au Maroc, il a signé les accords d'Abraham, et croyez-moi, il n'y a pas plus que les pays arabes pour comprendre la dangerosité des islamistes qui gangrènent cette région et qui gangrènent le monde, qui ont gangréné lorsqu'on a tué au Bataclan, lorsqu'on a égorgé le père Hamel, lorsqu'on a tué à Barcelone, à Munich, partout, on tue parce que l'islamisme veut aujourd'hui est un cancer mondial. Israël est uni aujourd'hui. Voilà, en roue libre, Meir Habib, une fois de plus, ça change pas, hein. Il y a au moins une forme de constance là-dedans. On va être très clair. Alors, on continue, les copains, on continue dans cette émission, je vous l'ai dit, émission marathon aujourd'hui. On est jusqu'à 19h30 et le rendez-vous sera donné chez l'ami Alexis Poulain du Monde Moderne, bien évidemment, pour le retour d'Alerte Générale. Il y a eu les vacances, il n'y a pas eu d'épisode en août, on est de retour, ça y est, à ce moment-là. Voilà, c'est le retour d'Alerte Générale à 19h30, dans 2 heures, pile poil. Mais nous, on enchaîne les copains avec un reportage que je voulais vous montrer ce soir. On se fait un bon react en bonne et due forme sur un sujet musclé, les cobayes de la CIA. Vous le savez, c'est un sujet que l'on a déjà traité, notamment dans Juste Mensuel. Votre serviteur avait fait une enquête là-dessus. Et je voulais revenir sur ce sujet avec vous pour bien comprendre l'ampleur de certaines choses et aussi tordre le cou à parfois des idées reçues sur des sujets que l'on balaye d'un revers de la main, notamment le projet MKUltra, où on explique non, mais c'est du complotisme circulé, il n'y a rien à voir. Et malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les amis. Et ce reportage tout à fait sympatoche va nous parler un petit peu de tout ça, les amis, de ce que la CIA a pu faire dans les coulisses. Et c'est pas joli. On va se regarder ça, on fait du react, on papote, on regarde, on apprend. S'il faut intervenir, j'interviens. S'il ne faut pas intervenir, je ferme mon museau. Et je le redis, bien sûr, les copains, Twitter et Facebook, venez sur Twitch, donnez-nous de la force sur Twitch, les copains. Vous cliquez sur le lien qu'il y a en commentaire, là, en dessous de la vidéo que vous regardez, et on fait péter l'algorithme. Il y a de plus en plus de gens sur Twitch. C'est grâce à vous. Si vous voulez nous aider, si vous voulez pas nous aider, on se démerde. C'est comme ça, on se débrouille. Donc on est parti pour ce reportage sur les cobayes de la CIA. Il y avait une chambre, elle était totalement noire, insonorisée. Elle était capitonnée, les fenêtres occultées, toutes sombres. Et on les mettait dans des tubes, les bras et les jambes coincés. Quelqu'un apportait parfois de la nourriture. Et ils étaient là, on ne sait combien de temps. J'ai entendu gémir. J'ai vu des gens qui fuyaient à la vue des docteurs, qui résistaient. Ils s'échappaient, on les rattrapait de force. On les remettait sous traitement contre leur gré. On les forçait à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. Et quand c'était fini, ils étaient complètement passifs. C'était fini. Ils ne pouvaient plus résister. Ce n'étaient pas des cris, c'était des pleurs. Des pleurs. Ils ne voulaient pas y aller. C'était à la fin des années 50. Des années où l'on pense que les guerres sont finies et où l'on rêve d'un monde où les enfants sont voués à un quotidien sans violence. Gina Blasbalg est alors adolescente. La vie ne l'a pas gâtée. Au décès de son père, sa mère l'a placée dans un orphelinat. À l'âge de 16 ans, on l'hospitalise à l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill à Montréal. Elle souffre d'une hépatite aiguë qui la rend dépressive. Gina pense qu'on va la soigner,
mais elle tombe dans les filets d'un programme top secret de la CIA américaine. Nom de code, MK Ultra. Sous le prétexte d'études sur le cerveau humain, des dizaines de milliers de cobayes non volontaires comme Gina vont devenir de véritables rats de laboratoire. Le plus terrible, c'est qu'on les obligeait. Les médecins les forçaient. Ils leur disaient « Mais vous ne voulez pas aller mieux? On est là pour ça. » Et bien sûr, les patients ne pouvaient qu'y croire. Bien sûr qu'ils voulaient aller mieux. Ils voulaient rentrer chez eux, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. MK Ultra, c'est un programme qui a secoué l'Amérique jusqu'à la présidence. The United States of America offers a sincere apology. Financé par la CIA, des médecins ou des scientifiques traquent les indigents, les noirs ou les déshérités. Ils les repèrent dans les prisons, les hôpitaux, les casernes ou même les orphelinats. Et ils tentent, à leur insu, d'en faire des robots humains. But de la manœuvre, effacer la mémoire, trouver un moyen de faire avouer un ennemi. Fabriquer une machine humaine prête à tuer contre son gré. Gina Blasbalg sera l'un de ces rats de laboratoire. Le docteur m'a dit qu'il voulait effacer ma mémoire en me mettant dans un état de sommeil pendant 1 mois. Que je n'aurais plus du tout de mémoire ou de pensée et qu'il pourrait alors travailler sur mon cerveau car il n'en resterait plus rien. J'étais comme un zombie. Elle était vide de tout. On me donnait des produits qu'on m'injectait et j'avais plein de convulsions. Mon corps ne m'appartenait plus, ma langue pendait, mes yeux roulaient. J'ai été témoin de tout ça. Et je les suppliais. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi un antidote. Et on me répondait non, on ne peut rien vous donner parce qu'il faut qu'on voit combien de temps ça dure. Gina va être séquestrée pendant plusieurs périodes au sein de l'établissement psychiatrique. Entre 2 séjours, elle rencontre Ralph. C'est lui qui réussira à l'extirper de l'institution. Mais Gina est hantée par les souvenirs. J'allais parfois dans la chambre à côté de la mienne. Et là, il n'y avait que des corps immobilisés. Ils étaient enfermés dans des tubes, les bras et les jambes pris dans des tubes. Et ils avaient des écouteurs sur la tête. Ils se débattaient sur leur lit et le son ne cessait jamais, jamais. Et puis on les déliait et on envoyait alors des séries d'électrochocs. On appelle ça la soumission psychique. Et ils avaient les écouteurs, les enregistrements en boucle. Un enregistrement sans fin, avec des ordres répétitifs, hurlés à différentes intensités. Ça leur rentrait dans les oreilles et leur remontait au cerveau. Et ça ne cessait jamais. Le jour, la nuit, sans arrêt. Le but ultime de tout ça, c'était le lavage de cerveau. La manipulation mentale et le lavage de cerveau. Comment cela a-t-il été possible? Fin de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de l'offensive des troupes alliées et soviétiques, le Troisième Reich est en déroute. Le monde découvre alors avec stupeur l'ampleur des horreurs perpétrées dans les camps de concentration. Les nazis ont notamment mené des expériences sur des milliers de prisonniers. On les irradie, on les torture, on leur inocule des virus ou on les dépèce vivants. L'Amérique se veut alors le détenteur de la bonne conscience des peuples. Elle impose rapidement la tenue des fameux procès de Nuremberg, qui visent à juger les dignitaires allemands pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Lors du procès des médecins, fin 1946, 20 docteurs et 3 officiels nazis passent en jugement. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. 5 des accusés sont acquittés. 7 sont condamnés à mort et les autres à des peines de prison. À l'occasion de ce procès, l'Amérique rédige le Code de Nuremberg. Le contenu en est exemplaire. Celui-ci détermine l'éthique qui doit prévaloir lors des expérimentations pratiquées sur l'être humain.
Mais en parallèle, les Américains convoitent les scientifiques et les médecins allemands et les exfiltrent vers les États-Unis. Juste après la guerre, on s'est retrouvé avec un grand nombre de scientifiques allemands qui officiaient dans tous les domaines. Bombardement, énergie, missiles, cinéma, médecine. Et les Français, les Anglais, les Russes et les Américains voulaient tous mettre la main dessus, les ramener chez eux et qu'ils travaillent pour eux. Le problème qu'avaient les Américains, c'est qu'un grand nombre de ces soldats étaient répertoriés comme criminels de guerre. Le département d'État ne voulait donc pas leur donner de visa et ils ne pouvaient pas aller en Amérique. Toute une série de programmes ont été alors mis sur pied. Dont le plus célèbre, c'est le projet Paperclip. Et les archives montrent bien que des centaines de scientifiques allemands ont été exfiltrés grâce à ces programmes et passés au travers des mailles du département d'État. Forts de cette matière grise, les Américains puisent dans les connaissances des Allemands et lancent des expériences à tout va, notamment dans des pays qu'elle pense tenir sous sa coupe. C'est ainsi que de 1946 à 1948 au Guatemala, elle inocule des virus comme la syphilis à des centaines de soldats, prostituées, détenus et même des gosses. Bilan 83 morts. Pour cet acte, l'Amérique sera condamnée. Sur le territoire américain, on s'en prend aux démunis, ceux qui n'oseront jamais se plaindre. En 1946 et pendant 7 ans, des dizaines d'enfants malades mentaux sont ainsi nourris de céréales radioactives dans une école du Massachusetts. C'est une effroyable contradiction, un immense paradoxe que de voir l'Amérique réaliser toutes ces expérimentations extrêmement dangereuses juste à l'après-guerre. Et ceci alors même que c'est nous qui avons traîné devant les tribunaux de Nuremberg les docteurs nazis en 1946 et en 1947. Nous, pas les Français, pas les Anglais, pas les Russes, mais nous, les Américains. On a traîné ces 23 docteurs et responsables administratifs en justice. On les a sermonnés, harangués. On leur a donné des leçons sur la façon de faire de la recherche médicale. Et au moment où se tenait le procès de ces médecins nazis, nos propres médecins, au Guatemala, injectaient la syphilis à plein de gens dans ce pays. Au même moment, on injectait des patients dans nos hôpitaux avec du plutonium ou d'autres formes d'irradiation. Donc ce n'est pas déplacé de dire que tout ceci n'était qu'une farce, un grand jeu de propagande. Qu'importe, car la morale, les Américains la placent bien en dessous de l'intérêt de la nation. 3, 2, 1... Fire. Et au sortir de la guerre, la priorité absolue, c'est le nucléaire. À la manette, l'armée US. Dès 1946, des tests sont menés à grande échelle, notamment sur l'atoll de Bikini. Pour constater les effets de la radioactivité, on utilise des militaires. On fait exploser des bombes, puis on leur demande d'aller nettoyer des dégâts ou d'éteindre les incendies. Lincoln Groves fut l'un des 250 000 à 500 000 soldats irradiés lors de ces essais nucléaires. Il avait alors 22 ans. Ça, c'est l'USS Newark. C'était le bateau sur lequel je me trouvais, la TR-40. Et ce qu'il y a de plus stupide dans tout ça, c'est qu'on était supposé nettoyer les effets des irradiations et on utilisait de l'eau qui avait elle-même été irradiée. C'est tout ce qu'on avait, cette eau irradiée. Avant d'être envoyé à Bikini, on devait tous signer des contrats, qui étaient ni plus ni moins un serment de secret, afin qu'on ne dise à personne ce qu'on avait vu ou entendu pendant notre mission. Les soldats sont des cobayes parfaits. Ils sont disciplinés et ne connaissent rien aux risques encourus. On n'avait absolument aucune protection de quelque sorte. J'étais vêtu des mêmes fripes que je portais tous les jours. Et je portais toujours les mêmes le jour où j'ai quitté la marine. Le nucléaire, c'est invisible.
sans goût, sans odeur, sans bruit. C'est donc difficile de convaincre les gens qu'il y a un lien entre tout ça, et même qu'on a été irradié. Et en plus de tout ça, les cellules infectées ne s'arrêtent jamais et continuent leurs dégâts. Suite à son expérience sur l'atoll de Bikini, Lincoln sera hospitalisé à plus d'une reprise. Sa santé est fragile et les irradiations ont touché toute sa descendance. Ma fille a été conçue quelque temps après mon retour de Bikini. Eh bien, toute son adolescence, elle a souffert de problèmes avec son système endocrinien. Et on a dû lui retirer la moitié du pancréas à l'âge de 20 ans en raison d'une tumeur. Elle est morte d'une tumeur cérébrale maligne à l'âge de 46 ans. Elle a aussi eu une fille qui est née avec un pied difforme. Mon fils cadet, lui, a la maladie d'Addison. Et l'un de mes fils aînés est bipolaire. Ça ne vous paraît pas beaucoup pour une seule famille ? De son côté, la CIA ne reste pas les bras croisés. Sous couvert de la guerre froide, elle s'en prend à des villes entières. En 1950, un bateau de guerre déverse à coups d'aérosol une maladie nosocomiale sur la baie de San Francisco. 11 personnes seront hospitalisées, dont une décédera de pneumonie. Il ne s'agit pas de fiction. Toutes ces expériences ont été révélées par des documents aujourd'hui déclassifiés. La CIA veut aller plus loin encore. Ce qui l'intéresse, c'est la manipulation mentale. Elle veut lancer des études à grande échelle. Mais pour cela, il faut de l'argent. En 1951, la guerre de Corée va servir d'excuse idéale. On accuse les Coréens et ses alliés chinois d'avoir réussi à retourner des prisonniers de guerre américains grâce à des techniques de lavage de cerveau éprouvées. Il faut donc rattraper le retard. La CIA obtient ses crédits et lance les projets Artichoke, Bluebird. Puis en avril 1953, MK Ultra. À la tête du programme, Sidney Gottlieb. C'est l'homme de la situation. Il est psychiatre, mais aussi spécialiste des armes chimiques. On le surnommera le sorcier noir. Du début des années 1950 jusqu'au début des années 1970, le gouvernement fédéral, à travers l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la CIA, a réalisé toute une batterie d'expérimentations. Ça impliquait de donner du LSD à des citoyens qui ne savaient pas qu'ils en prenaient, mettre des gens dans des chambres capitonnées sans aucun repère, des expériences sur l'hypnose, les irradiations, les armes biologiques et chimiques. La machine à broyer est en marche. La CIA et l'armée sont tellement aveuglées par leur objectif qu'elles iront jusqu'à propulser des bactéries cachées dans des ampoules électriques au cœur de New York, dans le métro, en 1966. On veut calculer la vitesse de propagation en cas de guerre virale. Ici encore, il ne s'agit pas de fiction. Les documents sur cette expérience ont été déclassifiés. Ces mêmes documents révèlent aussi que la CIA cherchait à fabriquer des espions programmables à distance. Dans les documents de la CIA, on retrouve toutes ces expérimentations qui visent à créer ces super espions. Ça consiste à créer une nouvelle personnalité sur un cobaye et de lui donner une mission comme tuer quelqu'un, voler des documents ou infiltrer des réseaux. Et quand la mission est terminée, on le reprogramme et le sujet ne se souvient plus de rien. L'agence américaine s'intéresse particulièrement au LSD. Dans les années 50, cette drogue n'est pas illégale. La CIA recrute d'ailleurs des volontaires prêts à se faire des tripes aux frais des services secrets. Certains vont défrayer la chronique, comme Ken Kesey. C'est un auteur à succès qui pense que les drogues permettent de stimuler la créativité. Il teste donc le LSD, dans le cadre d'expérimentations officielles.
Il sortira de cette expérience en état second. Pour la petite histoire, il se met alors à la rédaction d'un best-seller qui deviendra un film culte. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Grâce à l'appui involontaire des artistes et des hippies, les scientifiques américains n'ont pas trop de mal à faire accepter leurs expérimentations sur le LSD. D'ailleurs, la CIA estime que c'est tellement inoffensif qu'elle le teste sur ses propres agents, à leur insu. Le retour de bâton sera sévère. Certains en deviendront paranoïaques, comme l'un de leurs biochimistes, Frank Olson. Il en mourra en 1953, défenestré du 11e étage d'un hôtel new-yorkais. Même déconvenu en 1955 à San Francisco. La CIA y embauche George White, une grande gueule de la police antidrogue, afin qu'il monte 2 maisons de passe. Les prostituées versent discrètement des doses de LSD dans le verre des clients. Derrière une vitre sans teint, la CIA observe leurs réactions. Certains paniquent, deviennent fous. L'un d'entre eux commettra un braquage en état second et partira en prison. Si vous prenez ça de façon volontaire, que vous vous dites que ça va être agréable et que vous êtes entouré, ça se passe plutôt bien. Mais si vous êtes incarcéré dans une prison ou en interrogatoire et que vous commencez à halluciner sans savoir que vous êtes sous LSD, vous avez de grandes chances de faire un mauvais trip. Les bad trips, les scientifiques vont tenter de montrer qu'ils n'ont rien de dramatique. Lors de cette expérience, filmée en 1955, on demande à un artiste de boire une dose de LSD. 12 o'clock and we're ready to start this experiment. How did it taste? It had no taste. How did it look? Colorless. Now, would you tell me your name, please? William Lark. Puis il lui faut dessiner les traits d'un être humain, avant que les premiers effets ne se fassent ressentir. We have the advantage of an artist who is able to draw a sketch and On le soumet alors à une batterie de tests. Quelques heures plus tard, l'artiste doit dessiner à nouveau un portrait. Mais il n'y parvient plus. Et peu à peu, sous l'œil du psychiatre, il tombe dans une forme de schizophrénie. Now you're getting emotional again. Now look at the picture now. Look at the picture. Look at it. And just concentrate on the eyebrows. That's where you were. Do you suppose you take a look at these two pictures and compare them? The eyes, for example, are the same to me. Ces images de propagande donnent la sensation que chaque expérience est encadrée et sans trop de dommages. La réalité est moins présentable. Le LSD a été mis en avant parce que tout le monde connaît. Mais lors des commissions sénatoriales, dans les années 1970, le conseiller en chef de l'armée a rendu une liste de 125 produits qu'ils avaient testés dans le cadre de ces expérimentations sur le lavage de cerveau. Et il faut rajouter à cela ceux de la marine, de l'armée de l'air et de la CIA. Dans ses folles recherches, la CIA fait la course avec l'armée. Celle-ci aussi fait des expériences à grande échelle, notamment dans le camp d'Edgewood. Dans ces bâtiments, on y teste tout aussi bien des armes chimiques, avec notamment l'aide de scientifiques du Troisième Reich, mais aussi des drogues qui agissent sur le comportement. Ce département est tenu par un psychiatre militaire, James Ketchum. Il y expérimente plus d'une trentaine de produits toxiques. James Ketchum s'intéresse au LSD, mais surtout au benzylate ou BZ, une drogue beaucoup plus puissante que le LSD. Quel était le but de vos recherches? De tenter de trouver une drogue, le benzylate étant notre premier choix, qui pourrait être utilisé en temps de guerre afin de mettre hors d'état de nuire l'ennemi pendant un temps donné. Ça a d'ailleurs été réalisé et des petites bombes ont été créées à une époque. Elles étaient remplies de benzylate et pouvaient exploser sur un terrain de conflit.
Ce n'était pas une arme de destruction massive. C'était destiné à être utilisé dans un lieu particulier qui pouvait être encerclé et contrôlé, mais qui ne pouvait être envahi sans risquer beaucoup de pertes de notre côté. Pour ces expériences, James Ketchum puise dans les troupes. Pas moins de 7000 soldats serviront de cobayes pour les laboratoires d'Edgewood. James Ketchum dit qu'ils étaient tous volontaires. Mais plusieurs dizaines d'entre eux sont aujourd'hui encore en procès contre l'armée en raison d'effets secondaires qu'ils attribuent à ces drogues. Mis en examen, le psychiatre militaire s'étonne de ces accusations. Mais non, ce n'était pas de la torture. Ça ne pouvait pas l'être. On les gardait dans des salles capitonnées avec des infirmières et du personnel. Et nous, les docteurs, on vérifiait comment ils allaient et les effets qu'ils ressentaient. Les volontaires étaient très contents d'être là. D'ailleurs, on n'en prenait qu'un sur 3 ou 4 parmi tous ceux qui se présentaient. Et tout cela a duré 20 ans. À New York, nous avons retrouvé l'un des militaires qui a participé aux expérimentations de James Ketchum. Il s'appelle Tony Mannheim. Et en 1958, alors qu'il est jeune appelé, sa hiérarchie lui propose de participer à des tests sur des équipements militaires contre des permissions supplémentaires. Il signe un protocole d'accord, mais on ne l'informe pas de ce qu'il va tester. À notre arrivée, nous étions invités à une sorte de pot d'accueil, afin de rencontrer le personnel de la base d'Edgewood, qui était en charge des tests. Mais je me suis aperçu, et nous ne le savions pas, et on aurait dû le savoir, que les boissons étaient droguées. C'était donc un peu déconcertant de ressentir les effets de produits qui s'attaquaient à notre cerveau, que ce soit du LSD ou autre chose. Le but de tout ça était de nous faire rentrer dans un état de paranoïa et de désorientation. Je dirais que ça a eu des effets significatifs, durement ressentis et de façon négative pendant une durée considérable après l'arrêt de l'expérimentation. Pendant combien de temps? Des années. Je dirais des mois et des années plutôt que des jours et des semaines. James Ketchum affirme pour sa part que les tests étaient réalisés dans un cadre bien défini et que sa propre équipe n'a jamais contesté l'éthique de ses expériences. Ils étaient tous éduqués dans les meilleures universités comme celle de Yale, Columbia, Stanford et bien d'autres. Ils préféraient faire de la recherche pendant leurs 2 ans de service. Ils se retrouvaient donc en poste à l'arsenal d'Edgewood et dans tout ce qu'on a pu faire, sauf une fois, ils étaient tous d'accord pour faire les mêmes expérimentations que celles que je faisais et que je leur demandais de faire. James Ketchum se protège en invoquant le soutien de ses pairs. C'est plus inquiétant que rassurant. Et il ne peut ignorer que pendant qu'il expérimente ces drogues sur des milliers de soldats, l'armée s'intéresse à bien d'autres produits plus destructeurs encore. Des produits qu'elle hésite à tester sur ses propres troupes. Et ces substances sont tellement puissantes qu'on ne peut les employer que dans un lieu discret, clos et protégé. Cette forteresse, ce sera les prisons. C'est Allen Hornblum qui va dénoncer le système. À l'époque, il travaille à la pénitentiaire et prend un poste à la prison de Holmesburg en Pennsylvanie.
Je suis entré dans la prison de Holmesburg et j'ai été frappé de voir des dizaines de détenus torse nu, le corps couvert de bandages et de pansements. Et je n'arrivais pas à croire que j'allais travailler dans un milieu d'une telle violence. Tous les prisonniers semblaient s'être battus au couteau lors d'une émeute, comme s'il y avait eu une guerre entre gangs. Et le lendemain, de retour au centre de détention, j'ai demandé aux autres gardiens ce qui s'était passé et si cette prison était vraiment dangereuse. Ils se sont moqués de moi et on m'a répondu « Monsieur Hornblum, ce n'est pas une guerre de gangs, ce sont des tests de parfum pour le compte de l'Université de Pennsylvanie. » À Holmesburg, mais aussi dans une vingtaine d'autres centres pénitentiaires à travers le pays, la CIA ou l'armée transforme les détenus en rats de laboratoire. Ces expérimentations allaient de produits sans danger, comme tester du chocolat pour voir s'il fait pousser des pustules, jusqu'à des produits extrêmement dangereux, fournis avec l'accord des médecins. Les détenus étaient injectés sans le savoir avec des substances irradiées, soumis à des expérimentations pour les produits chimiques de l'entreprise Dell, et c'est le seul endroit au monde que je connaisse où des humains ont été enduits de dioxine sur la figure et sur le dos. De 1963 jusqu'au début des années 70, l'armée testait une multitude d'armes chimiques de guerre. La prison d'Holmesburg, de 1951 à 1974, a été sans doute le plus grand laboratoire d'expérimentation humaine en Amérique. Les 1400 détenus de la prison sont des proies dociles. Ils sont pauvres, peu éduqués. Pour $1 par jour, ils sont prêts à n'importe quoi. C'est ce que sera payé Youssef pour participer à 3 séries d'expérimentation. Incarcéré en 1961 pour vente de marijuana, il pense tester des produits inoffensifs. Il y avait 2 sortes de tests pour produits minceurs. L'un consistait à boire une sorte de milkshake. Il fallait aller aux toilettes et prendre du lait tous les jours, avec des œufs, le tout avec 6 pilules. Et ça 3 fois par jour. Dès la première prise, j'ai senti que j'explosais sous l'effet de gaz qui remontait. Et quand je suis allé aux toilettes, mon rectum s'est retourné comme une poche. Comme s'il y avait un stock d'hémorroïdes empilé. Je suis donc allé voir le médecin et il m'a dit « Mon Dieu, c'est épouvantable ». Je lui ai demandé des médicaments ou autre chose et il m'a répondu « Non, c'est une opération qu'il vous faut ». À l'abri des murs clos de la prison, les services américains se sentent tout puissants. Ils n'ont plus de limites. L'armée a amené 3 conteneurs en fer. Ils étaient capitonnés à l'intérieur et ils les ont placés entre les ailes G et H du bâtiment et ils ont commencé à administrer des doses très fortes d'atropine, de scopolamine, de benzylate et d'autres psychotropes. Des détenus pensaient qu'ils étaient suffisamment costauds pour aller dans les conteneurs et en ressortir sur leurs 2 pieds. Mais ils en sont sortis comme des bêtes sauvages. Ils étaient violents. Un type a pratiquement tordu une porte en tentant de fuir de l'un de ces conteneurs. Les gens ressortaient de ces expérimentations avec des déficiences mentales, surtout avec leurs produits, comme le LSD ou leurs hallucinogènes que la CIA ou le Pentagone ont mis dans nos organismes pendant qu'on était dans nos cellules capitonnées. Ils nous les ont injectés, ils nous les ont mélangés à notre nourriture, ils nous les ont fait avaler sous forme de pilules. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Des déficiences mentales, de la folie. Youssef ressort de la prison avec l'organisme dévasté. Les médecins l'ont classé comme partiellement invalide.
Quand je suis ressorti de prison, j'ai pensé que tout irait bien. Et soudain, tout ce que j'ai testé est ressorti, et notamment les boursouflures dues au premier test. Je chaussais du 50. Mes mains étaient enflées comme un ballon. Mes ongles ont poussé comme des griffes. Et il y avait cette odeur qui sortait de mon corps. Une odeur de cadavre. De cette époque à aujourd'hui, ma vie a été misérable. J'ai une maladie du foie, des problèmes génitaux persistants. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec mes mains. J'ai des fourmillements dans les pieds. Un cancer de la prostate. C'est un véritable enfer. Alors que l'armée recrute surtout dans les prisons, la CIA, elle, rôde dans les hôpitaux. Prime est donnée à celui qui réussira à transformer un être humain en robot. Plus de 20 ans après la fin du programme MKUltra, des témoignages vont dévoiler jusqu'où la CIA était prête à aller pour mener à bien son œuvre. Cette femme, Claudia Mullen, témoigne devant un comité chargé d'évaluer les dégâts commis sur les victimes. Je suis devenu un pion aux mains du gouvernement. Le but était de me soumettre et de créer l'espion idéal à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de chocs électriques, de plongée dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux, physiques, émotionnels et sexuels. J'ai été exploitée pendant près de 30 ans de ma vie et la seule explication qu'on m'a donnée est que la fin justifie les moyens et que je servais ma patrie dans ses efforts valeureux pour lutter contre le communisme. Ces populations vulnérables étaient utilisées comme des rats de laboratoire. Ils en abusaient. Ils leur injectaient ce qu'ils voulaient. Ils ont dépassé toutes les limites. Et plein de choses ici en Amérique n'auraient jamais dû être possibles. Et si cela avait été commis sous l'Allemagne nazie, on aurait mis tout ça dans l'acte d'accusation. On l'aurait mis au compte des coupables. Mais ça n'a pas eu lieu là-bas, c'est arrivé ici. Petite interruption dans votre programme, petite pause sur ce documentaire qui fait froid dans le dos, on va pas se mentir. J'espère que ça... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis, un react un peu plus long et je trouve le format plutôt chouette. Je vous avoue, moi ça me repose, plutôt que parler, dire des conneries sans arrêt. Je trouve ça chouette aussi de prendre le temps sur ces formats longs, sur ces sujets-là. On en fera d'autres bien évidemment, sur d'autres sujets un peu plus légers. Hein. J'ai en tête par exemple de regarder bientôt un documentaire sur la Sagrada Familia, qui est un documentaire, qui est un monument que j'adore, et je trouve ça chouette qu'on apprenne aussi des choses, qu'on regarde des choses ensemble, qu'on découvre des choses. Je vais vous donner le lien, bien évidemment, on va continuer un petit peu. Petite parenthèse quand même, après on revient sur le documentaire, je suis obligé d'être un petit peu, là, le Pascal le grand frère, mais il y a une vanne de « il y a plus de saison » que j'ai pas du tout aimé dans le chat. C'est pas une question de drôle ou pas drôle, vous connaissez le genre de la maison, mais en fait, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur ce genre de vanne un peu limite, si un jour je me fais tomber dessus par un fact-checker qui a la bonne idée de remonter le chat, c'est moi qui vais passer pour un putain de raciste qui héberge ce genre de vanne. Donc je peux comprendre que ça peut être du second degré, que ça peut être de la blague. C'est évidemment pas moi qui vais vous dire le contraire. Par contre, on est obligé de s'en tenir à quand même un peu de rigueur dans le chat pour juste pas faire péter la chaîne, en fait. Je préfère être plus prudent qu'autre chose par rapport à ça. Bon, il y a plus de saison, fidèle parmi les fidèles, je le redis, mais prends pas trop la conf non plus. Parce qu'en fait, toi, tu t'en bats les couilles. Moi, non. Donc, c'est juste la question de ça. Petit rappel important, n'oubliez pas dans le chat, on papote, on discute, il y a bien évidemment pas de problème. C'est pas moi qui vais vous dire qu'on ne peut pas faire de blagues, c'est juste une question qu'on est sur un chat de Twitch et vous connaissez les règles. Si la chaîne se fait péter, derrière, c'est moi qui en subis les conséquences, c'est pas vous. Donc, voilà, si on peut éviter de donner le bâton pour se faire battre, ça m'arrangerait. Donc il n'y a évidemment pas de souci, mais voilà, en plus je vois que tout le monde n'est pas d'accord dans le chat, ça se prend le bec. En plus c'est pas l'esprit, hein. Déjà on va pas se faire sauter la chaîne, et en plus si vous prenez le bec entre vous c'est un peu relou. Isa Tricotte qui dit c'est drôle pourtant mais bon, 3 petits points, je viens de le dire, me faites pas passer pour un pisse froid, vous connaissez la maison, c'est pas moi qui vais dire quelque chose contre les vannes ou la liberté d'expression. Faites un petit effort quand même de comprendre que c'est juste une question de chat de Twitch les gars.
Malheureusement, j'aimerais bien, mais malheureusement, on ne peut pas être en roue libre comme ça, parce que s'il y a des conséquences, c'est moi qui les prends, c'est pas vous. Donc venez pas me dire oui, mais c'est drôle, c'est pas drôle. Voilà, ça peut me faire marrer l'humour noir, bien évidemment. Déjà que je soutiens Macron, si en plus on me dit que je chante sur les blagues, mais comprenez le truc, les copains, comprenez juste le truc. Si on veut être si on veut continuer en bonne intelligence, c'est relou, mais faut faire comme ça. Faut faire comme ça. On est obligé de se tenir un petit peu, mais il y a pas de problème. Petit rappel qui fait du bien, évidemment. Et donc voilà, ce documentaire un peu rudasse, ça nous met quand même le moral dans le slip, hein, on va pas se mentir. On va continuer un petit peu si vous voulez, mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant, ce genre de format. Qui est d'ailleurs issu de la chaîne Toute l'Histoire, hein, donc qui est une chaîne sérieuse. Pour ça, les amis, qu'on soit bien d'accord, vous connaissez la maison, là encore, hein, je prends des documentaires historiques qui sont diffusés sur des chaînes validées, hein, si vous voulez, comme ça, là encore, on est prudent, hein, tout fait sens par rapport à ça, et c'est vrai que voilà aussi de quoi est faite l'histoire. Voilà de quoi est faite l'histoire. Alors évidemment, aujourd'hui, ce serait du complotisme, naturellement, mais j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait quelque chose d'intéressant, qui disait « Heureusement que 80% des gens n'y croient pas, sinon ce serait le bordel », et je suis complètement d'accord. Donc on continue encore un petit peu, les amis, il reste environ 20 minutes, on va voir si on va au bout, mais il y a déjà énormément de choses assez passionnantes et effrayantes qui ont été dites. Ce qui me paraît le plus révoltant, ce n'est même pas l'attitude de l'armée ou de la CIA, mais celle des psychiatres eux-mêmes. Parce que les psychiatres, les scientifiques et les chirurgiens participaient à tout ça. Et la CIA n'aurait pas pu faire ça sans leur participation. Et la raison pour laquelle tout ceci est resté dans l'ombre, c'est que les instances les plus hautes de la psychiatrie étaient au courant et ont tout fait pour que ça ne se sache pas. Il ne s'agissait pas de quelques psychiatres ici ou là, mais des têtes pensantes de la psychiatrie. Et dans cette course à l'horreur, un homme sort du lot, Ewan Cameron. C'est un psychiatre écossais de haut vol qui sera président de la vénérable Association mondiale de psychiatrie. Il a d'ailleurs réalisé l'expertise de certains des médecins allemands jugés lors du procès de Nuremberg. Ewan Cameron est recruté par la CIA en 1957. Il se sent alors investi d'une forme de pouvoir absolu. Tous les patients avaient peur de lui. On ne voulait pas avoir affaire à lui. C'était un type bizarre. Il représentait la souffrance. Au sein de l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill qu'il a créé à Montréal, Ewan Cameron expérimente au-delà du supportable. Ces cobayes sont enfermés dans des chambres noires capitonnées. La réputation du prestigieux psychiatre sert d'appât pour recruter ses futures victimes. Il y avait une petite fille de 13 ans qui paraissait normale. Et la seule raison pour laquelle elle était là, c'était parce qu'elle se sentait nerveuse à l'idée de passer un examen. Les médecins ont estimé qu'elle devait voir le docteur Cameron afin qu'il l'aide. Ils l'ont hospitalisée. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il y avait un garçon aussi. Il ne disait plus rien. Il restait toute la journée contre le mur et regardait ses pieds. D'autres se plaignaient de maux de tête effroyables et continuels. Ils ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient et ce qu'ils faisaient ici. Les cobayes sont placés dans des comas artificiels qui durent jusqu'à plusieurs semaines et soumis à des doses massives d'électrochocs, tandis qu'un enregistrement diffuse en boucle des injonctions. Drogue, hypnose, privation de sommeil, tout est tenté. Certains en perdent l'usage de la parole, deviennent incontinents et ne reconnaissent plus leurs propres parents. Vous pensez que des gens en sont morts? Ah oui. Oh oui. Comment pouvez-vous dire ça?
Il y a tous ceux qui ont disparu. Certains se suicidaient. Et quand Gina a tenté de retrouver certaines des anciennes pensionnaires de cette époque, j'ai jamais pu les retrouver. On n'a pas pu les retrouver. Aucune trace. Des morts, il y en a eu un peu partout. Et il aura fallu le courage de quelques lanceurs d'alerte pour révéler publiquement l'étendue du désastre. En 1972, Martha Stephens est professeure d'anglais au sein de l'université de Cincinnati. Elle remarque que le département médical irradie à doses massives et sur le corps tout entier des malades qui se présentent avec des tumeurs bénignes. Elle enquête, se rend compte que l'armée finance le programme et contacte les malades. Sur cette photo, une famille qui a perdu sa mère, Maud Jacobs, en quelques jours seulement. On l'a emmenée au sous-sol, on l'a placée devant une machine effrayante. On l'a irradiée sur le corps tout entier, avec un seul faisceau irradiant. Elle est rentrée chez elle, mais s'est sentie très malade cette nuit-là. Elle n'était pas malade avant qu'on ne l'irradie dans les sous-sols de l'hôpital. Et pourtant, elle est morte en à peu près 3 semaines après l'avoir emmenée là-bas. On a son dossier sanguin. On sait qu'elle est morte de pneumonie en raison des effets sur son système de la moelle épinière. Là, ce sont les enfants. Et là, c'est Maud Jacob, une femme du Kentucky qui vivait à Cincinnati. Ils cherchaient des noirs, des vieux, des malades, des pauvres. À peu près 60% des 90 personnes qu'on a irradiées étaient noires. Dans une ville où, à cette époque, 30% de la population était noire. Les Afro-Américains n'avaient aucun autre endroit où aller. Dans les années 60, la plupart des hôpitaux les refusaient. Au moins 90 hommes et femmes seront hospitalisés au sous-sol du centre médical de l'université de Cincinnati de 1960 à 1972. 21 d'entre eux vont mourir en 3 ou 4 semaines. À la tête du département, le docteur Eugene Sanger, un radiologiste réputé. Un patriote, je dirais, qui pensait qu'il faisait son devoir pour son pays. Je pense qu'il estimait que certaines personnes doivent se sacrifier pour permettre de comprendre comment nous protéger en cas de guerre nucléaire. Lors du procès qu'on a tenu contre les chercheurs, la juge les a comparés à ce qu'il avait été fait lors du Troisième Reich. Elle a dit, pour justifier les vies que vous avez prises, vous vous protégez derrière les mêmes excuses que celles utilisées par les médecins à Nuremberg. Ils ont dit qu'au nom de leur patrie, ils ont dû faire ce qu'ils ont fait. Et vous, vous donnez les mêmes arguments. Eugene Sanger est décédé, mais son bras droit, le professeur Silberstein, est toujours en activité. Il refuse toute interview, mais voici ce qu'il répond par mail quand on lui demande de réagir sur les expérimentations. Un déni étrange quand on sait que l'université de Cincinnati a été condamnée à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts aux familles. Il ne faut pas croire que la CIA s'est arrêtée là. Les dossiers secrets vont révéler des expériences impensables. Il y a des gens qui croient à tout ça et d'autres qui n'y croient pas. Et il y a un débat entre ces deux camps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Et les documents disent précisément, tout comme les recherches publiées dans les revues ou les livres, qu'on a implanté des électrodes dans le cerveau des gens. On a activé à distance ces électrodes à l'aide d'un transmetteur dans le but de changer le comportement de la personne. On les a rendus violents à casser des murs ou apathiques, sans réaction, alors qu'ils avaient l'air normaux et jouaient de la guitare juste avant. Il y a des photos dans des livres ou des revues. On voit des chats, des singes
mais aussi des humains, chez qui on a placé des électrodes dans le cerveau et dont on prend le contrôle à distance. C'est donc un fait scientifique reconnu. Colin Ross fait référence aux tentatives de créer un être humain programmable à distance. La CIA s'intéresse notamment au travail d'un scientifique espagnol, le docteur Delgado, qui tente ses premières expériences sur un taureau. L'animal est tout d'abord relâché dans l'arène, il charge la cape qu'on agite devant lui, puis on implante un émetteur dans le cerveau du taureau. Désormais, à chaque charge, une impulsion électrique l'arrête dans son élan. Des documents déclassifiés montrent que des systèmes plus sophistiqués ont été utilisés dans le cerveau d'êtres humains, comme cette fillette. Tout d'abord souriante, elle va verser dans des crises de violence une fois l'émetteur activé. On arrive ici à des degrés d'inhumanité rarement atteints. Comment a-t-on mis fin à ces expérimentations absurdes? Les choses vont s'accélérer au début des années 70. En 1972, le scandale du Watergate sème la panique au sein de la CIA. Elle sait qu'elle a bafoué tous les codes éthiques, et son directeur, Richard Helms, n'a pas informé le président de ce qui se tramait dans ses laboratoires. En 1973, Richard Helms ordonne la destruction de tous les documents relatifs au programme MK-Ultra et l'arrêt des expérimentations. Il démissionne aussitôt. En 1974, le président Gerald Ford prête serment. Il veut savoir ce qui se passe dans ses services, et notamment à la CIA. En 1975, il met en place une première commission d'enquête. Son travail est compliqué car les responsables de l'agence, comme le docteur Lashbrook, appelé à témoigner, mentent, bottent en touche ou minorent. There was, of course, claims or thoughts that maybe great things could be done with hypnosis. One small project in which we had a hypnotist do some experiments, primarily to see what the limitations of hypnosis might be. Can you make a person do something under hypnosis that he would not ordinarily do? Comme souvent, c'est de l'intérieur que la forteresse va se fissurer. On le doit à un archiviste de la CIA qui découvrira plusieurs cartons oubliés par sa direction et les remettra à la commission d'enquête. Ces milliers de documents sont désormais en partie publics. Colin Ross a récupéré l'intégralité des 20 000 pages. Là, c'est le projet 14 du projet MK-Ultra. C'est comme ça que ces documents se présentent. Il y a beaucoup de pages où il n'y a pas grand-chose. La majorité, ce sont des informations financières. Là, c'est signé Sidney Gottlieb, le responsable du programme. Beaucoup de choses ont été effacées. Ces documents sont une goutte d'eau par rapport à l'ampleur des expérimentations. Mais ils révèlent que l'agence américaine avait lancé au moins 149 programmes impliquant 80 institutions dans les plus grandes universités du pays. À la révélation de ces documents, des enquêtes sénatoriales vont suivre. On découvre alors l'ampleur des tentacules de la CIA, infiltrés dans tous les rouages du pouvoir. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of
getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into an executive session. Richard Helms, l'homme qui a toujours préféré l'ombre à la lumière, doit alors se justifier publiquement. Celui qui a tiré les manettes des programmes les plus répugnants de l'agence affiche un détachement écœurant. If one has in one's possession or under one's control bacteriological or chemical weapons, they can be used both defensively and offensively. And by use offensively, we mean to include killing people, is that right? Well, they have the capacity to kill people if they were used in that way. Unrestrained, illegal, secret intimidation and harassment of the essential. Richard Helms est malmené, mais ne sera soumis à aucune poursuite judiciaire. Il justifie ses actes au nom de l'intérêt national. Une attitude que l'on retrouve chez James Ketchum, le psychiatre militaire. Des centaines d'anciens soldats traumatisés par ces expériences le poursuivent en justice, mais il sait qu'il ne risque rien. Aux États-Unis, l'individu est protégé lorsqu'il agit au nom de l'État. J'étais très content avec ce qu'on a fait. J'en suis plutôt fier. On a eu des résultats à cette époque. Je pense que ça valait le coup d'essayer. Mais je pense que l'armée a décidé subitement de faire marche arrière et de mettre au rebut des choses qui pouvaient être critiquées un peu partout dans le monde. Ils ont joué la sécurité. Ce déni de responsabilité de la part de James Ketchum ou de celle de bien d'autres scientifiques n'a pas fait baisser le militantisme des victimes. Le 3 octobre 1995, le président Clinton, de guerre lasse, fait des excuses publiques. 23 ans ont passé depuis l'arrêt du programme MK-Ultra et près de 40 ans depuis celui des essais nucléaires. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The deception extended beyond the test subjects themselves to encompass their families and the American people as a whole. For these experiments were kept secret, and they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear of embarrassment. And that was wrong. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Thank you very much. Arrêté en 1973, le programme MK-Ultra a été un échec, révèlent plusieurs rapports d'enquête. Mais la CIA pense sans doute autrement, car elle va s'inspirer du travail d'Ewen Cameron pour la rédaction de ce manuel d'interrogatoire. Il va être en service pendant des années, et les images qu'on y voit ne laissent aucun doute sur le fait que la CIA l'ait utilisé comme livre de chevet à Guantanamo ou à Abu Ghraib. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, les techniques de lavage de cerveau sont utilisées par tous les services secrets du monde, et sans doute aussi par les terroristes. Pourquoi je crois ça? Eh bien, il suffit de regarder les photos qui ont été faites à Guantanamo ou dans la prison d'Abu Ghraib. Il y a tous les ingrédients de la manipulation mentale concoctée par la CIA dans les années 50. On sait par exemple que l'interrogatoire offensif, qui est le terme à la mode en Angleterre ou en Amérique, n'est rien de plus que du lavage de cerveau. Ce sont les mêmes façons de faire, choc électrique, position inconfortable, humiliation sexuelle ou culturelle, privation de sommeil ou de nourriture, chien d'attaque, menace de mort, technique du bon flic et du mauvais flic. C'est tout ça la manipulation mentale. Il serait naïf de penser que les choses ont changé. En 2014, l'histoire s'est mise à bégayer. 19 ans après Bill Clinton,
Barack Obama, bousculé par les révélations sur les tortures perpétrées par la CIA, doit se justifier. Even before I came into office, I was very clear that in the immediate aftermath of 9/11, we did some things that were wrong. We did a whole lot of things that were right, but we tortured some folks. Alors, apparemment, il commence à y avoir de l'écho. Bon, c'est la fin. J'ai touché à rien. Vous avez vu, j'ai touché à rien. Apparemment, il y avait de l'écho, mais on est à la fin du reportage de toute façon. Mais je sais pas trop quoi vous dire. Putain, ça secoue. Ça secoue, ça bricole. Ça bricole cette histoire. C'est vraiment dingo. Alors, on va pas revenir sur tout ce qui a été dit. Documentaire vraiment saisissant. Je vous donne le lien pour ceux qui veulent le re-regarder, le partager ou quoi. C'est un documentaire, toute l'histoire. Je le redis, c'est très important. C'est un documentaire diffusé sur une chaîne d'histoire tout à fait connue et reconnue qui s'appelle Toute l'histoire. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Documentaire extraordinaire, dur, et qui forcément nous interroge. Mais je pense que les amis, la chose vraiment sur laquelle je veux revenir avec vous, qui a à la fois une protection en tant que zinzin, en tant que membre du juste milieu, une protection de débat. Si jamais vous parlez du projet MKUltra et que quelqu'un vous dit c'est du complotisme, rappelez que cela a été reconnu par Bill Clinton. En fait, il aurait fallu mettre cette séquence au début, parce que c'est vrai que le reportage évoque des comportements, évoque des choses horribles, atroces, qui sont à peine imaginables. Quand on a vu l'histoire de cette petite fille de 12 ans manipulée mentalement avec des électrodes pour lui créer des crises de folie, on est à deux doigts d'une série de fiction comme Stranger Things. Quand on compare les deux, on peut vous prendre pour un demeuré. Mais le but est là. Le but est là de prendre des gens, de faire des expérimentations. Stranger Things va plus loin avec des choses de télékinésie et autres, mais on a une recherche psychologique qui est claire sur des cobayes. Donc, n'oubliez pas que tout ça a été reconnu par Bill Clinton. Et c'est très important d'avoir cet élément en tête. On est sur des choses factuelles. J'avais mené l'enquête pour Juste Mensuel dans un précédent numéro sur le sujet MKUltra. Donc j'ai appris certains éléments, mais j'avais bien bossé. Je suis content, j'avais bien bossé. Beaucoup de choses étaient dans le papier Juste Mensuel. Mais c'est vraiment hallucinant. Et évidemment que on va quand même mettre les pieds dans le plat. Évidemment qu'on pense au Covid-19. Évidemment. La facilité avec laquelle Bill Clinton reconnaît que ces expérimentations ont bien eu lieu des années plus tard en disant « Bon, bah effectivement, ça aurait pas dû avoir lieu. Désolé. » Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit le fait qu'il n'y ait pas le même genre d'excuses dans 5, 10, 15, 20 ans concernant le Covid, avec des gens de je ne sais quel pays, de je ne sais quelle responsabilité, qui arriveront en disant « on ne savait pas, on a obéi à des gens ». C'est de la prospective, on ne sait pas, évidemment, je n'affirme rien, mais quand on voit l'ampleur de ce que dénonce le reportage et quand on voit à quel point le Covid pourrait clairement se prêter au même genre de comportement, si dans 20 ans, par exemple, il est définitivement démontré et indubitable que depuis le Covid, on a assisté à une vague d'effets secondaires, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, voilà, d'effets secondaires, de maladies que l'on n'avait jamais observées auparavant ou autres, des dirigeants qui nous diront « Ah oui, mais vous savez, c'était il y a 20 ans, nous on ne savait pas, c'est pas nous », et ce sera la faute de gens qui ne seront plus aux manettes et ou décédés. Donc, je trouve ça assez effrayant sur ce point-là, mais c'est l'avantage de l'histoire, hein, l'avantage de regarder en arrière, parce que ça nous renseigne très clairement, et ça nous renforce si jamais ce genre de situation se produise à nouveau. Il y a mon Babcom 5, je vois beaucoup en ont parlé dans le chat pendant le reportage, qui dit « Le mystère de Pont-Saint-Esprit ». Oui, j'avais entendu parler de ça dans les années 60-70, où il y avait eu sur 24 heures ou 48 heures, enfin pendant
pendant plusieurs jours, une sorte de vague de folie chez les habitants qui devenaient tarés, qui se mettaient à danser, qui devenaient fada. On avait parlé de la maladie de l'ergot de Seigle à un moment donné. C'est à Pont-Saint-Esprit, donc c'est à côté de Nîmes. J'ai grandi pas trop loin. Enfin, tu me diras, on s'en fout parce que j'étais pas né. Mais on a longtemps parlé de la maladie de l'ergot de Seigle. Mais une sorte de champignon qu'il y aurait dans le pain et qui pourrait... En fait, c'est une substance qui est à l'origine du LSD. Et c'est pour ça qu'on a rapproché ça. Certains ont défendu l'idée que ça aurait pu être déjà une expérimentation de la CIA à l'époque. Sincèrement, je n'affirme rien, si ce n'est que scientifiquement, l'une des substances chimiques à l'origine, enfin, qui permet de faire du LSD, est celle que l'on retrouve dans la maladie de l'ergot de Seigle. Il y a un nom, on va tout simplement aller sur la page Wikipédia du LSD pour avoir le nom exact. Le diéthylisergamide. Donc tu vois, on est pas mal. Acide lysergique diéthylamide, qui est un psychédélique hallucinogène et psychostimulant. C'est un composé de la famille des lysergamides dérivé de composés issus de l'ergot du seigle, un champignon ascomycète qui affecte l'épi des céréales comme le seigle ou le blé. Donc, à ma connaissance, j'ai jamais entendu, si vous voulez, de source qui validait définitivement que c'était la CIA. Peut-être que certains d'entre vous en ont, n'hésitez pas à me les partager. Mais voilà, la possibilité que ça soit aussi la maladie de l'ergot de seigle, parce que sous une certaine quantité de consommation, ça peut provoquer des effets proches. Et l'histoire de Pont de Saint-Esprit, je vais voir si je vous retrouve peut-être un mini documentaire. L'histoire de Pont Saint-Esprit, il y a encore un grand mystère autour de ça, mais c'est assez passionnant là encore. Ouais, voilà, il y a une vidéo de Brut qui dure 3 minutes 30, on va se la regarder. Tant qu'on est encore dans le thème, les amis. Dites-moi dans le chat si ça vous plaît, ce format-là. C'est la première fois qu'on fait un react aussi long. Et honnêtement, moi, ça m'a plu de regarder des reportages avec vous, d'apprendre des choses. Sujet lourd ce soir, clairement, sujet pas fun. Mais j'ai en tête et j'aimerais beaucoup refaire ça. On va pas le faire tous les jours, évidemment. Mais de se faire des reportages sur l'histoire, sur la culture, sur l'architecture, sur la peinture, pour apprendre des trucs. Je crois que ça nous ferait du bien, parce que plus on parle de politique, plus on se prend le bec. On va continuer à le faire, bien évidemment. Vous connaissez la guinguette, mais 1 ou 2 fois par semaine, se faire un react un peu sympa pour s'aérer l'esprit. Et par exemple, je vous propose, moi, un reportage sur la Sagrada Familia à Barcelone, formidable cathédrale du 19e. Si ça vous dit, le prochain, on fera ça. Voilà, moi, ça me plairait. Et là, on plonge à Pont-Saint-Esprit en 1951, ce dont on parlait. Moi, je parlais, il y en a qui faisaient l'avion en réaction par les fenêtres, ils se sont tués, et on était fada. Est-ce que c'est mieux pour l'écho là? Je vois qu'il y a toujours un problème. Là, j'ai coupé un truc. Normalement, ça doit être bon. C'est bon ou pas? Ah merde. Attends, ça a l'air pénible. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne arrive absolument à rien, sans arrêt. Ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. J'ai l'impression que votre pain est toxique.
une des principales victimes, un jeune homme de 24 ans, M. Moulin, ont demandé au juge d'instruction d'effectuer des prélèvements de viscères sur le corps de leur fils et qui n'ont pas obtenu satisfaction. La goutte ça, il peut pousser à tout bout de champ. C'est-à-dire que tu vas me dire on pourrait en manger demain. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah bah tu vois, j'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs avec vous les copains. Je ne savais pas qu'il y avait cette histoire du Frank Olson de la CIA. J'ignorais. Mais voilà, je crois qu'on a trouvé un nouveau format. On a trouvé un nouveau format, les amis, pour apprendre des trucs, pour s'aérer l'esprit. Sujet complexe ce soir, bien évidemment. Mais il y aura des trucs plus sympatoches. Voilà. J'ignorais cette histoire du Frank Olson. Donc, voilà, on en apprend tous les jours. Voilà, les copains. Donc, on est pas mal. On est pas mal pour aujourd'hui. Quasiment 2 heures d'émission. C'est le Juste Bistrot Marathon. On se régale. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Moi, je vais faire une petite pause. La petite pause sympatoche. Parce que il y a... Alerte générale à 19h30. Les copains, ça va être sympatoche. On va bien s'amuser, on va bien papoter, on va bien déconner. Voilà, c'est le plus important. Les amis, donc, moi, je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne du Monde Moderne. 19h30, évidemment. La petite pause pour se recoiffer, réfléchir 3 minutes. Et puis, on sera là au rendez-vous. Voilà, les copains. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour la farce tranquille. 16h45, même heure, même endroit. Et, non, la farce tranquille, 18h, pardon. Et le Juste Bistrot, 16h45, bien évidemment. Les copains, voilà, je crois qu'on est pas mal. Je vous embrasse, passez une excellente soirée et à tout à l'heure, 19h30 sur Le Monde Moderne. En attendant, vive la rigolade et vive la France.